Bienvenue dans l'instrumentarium de l'insolite. Avant de vous présenter le prochain instrument, je vous annonce que je serai présente à la Play Azur 2018 qui aura lieu le 10 et 11 février à l'Acropolis de Nice. J'y tiendrai un stand avec plusieurs instruments à laisser. Et puisque je suis dans les annonces et que je ne fais pas ça souvent, je vous rappelle également que vous pouvez soutenir l'émission via ma page Tipeee. Je ferme maintenant cette parenthèse pour revenir au sujet initial. Je ne comptais pas parler tout de suite de cet instrument, mais une petite surprise de dernière minute s'est présentée à moi, me donnant ainsi l'occasion de l'aborder plus tôt que prévu. De plus, ce n'est que rendre honneur au son magnifique qu'il possède. Donc avant de commencer, je vais vous demander quel est le point commun entre eux. Une harpe, un luth et une courge. La kora provient d'Afrique de l'Ouest. Elle fait partie de la famille des cordophones et plus précisément des cordes pincées. C'est un hybride entre la harpe et le luth et de ce fait, elle peut se nommer harpe-luth ou encore harpe à chevalet. Elle est pratiquée par les korafolas qui ne sont autres que les joueurs de kora. Son origine, comme énormément d'instruments provenant des cultures à transmission orale, reste controversée. Difficile d'obtenir exactement son époque de création car son histoire se mêle entre légende et conte. Si j'ai décidé de vous parler de cet instrument, c'est parce que j'ai eu l'immense bonheur d'acquérir moi-même une kora suite au don généreux de Lucia que je remercie encore énormément. Et tout cela grâce au site de dons nommé Give. Ouais, mais maintenant je la mets où elle du coup ? Au niveau de sa lutherie, elle est composée d'une demi-calebasse servant de caisse de résonance nommée ici mirayo. Elle est aussi imposante car elle fait environ entre 50 et 70 cm de diamètre. La calebasse fait partie de la famille des cucurbitacées, famille regroupant également les courges, citrouilles, concombres, etc. Les calebasses sont très souvent utilisées pour fabriquer des instruments. Et d'ailleurs, pour ceux qui ont suivi mes anciennes vidéos, j'en ai déjà parlé lors de mon épisode sur le hulusi, flûte originaire de Chine, qui est également fabriquée à partir d'une calebasse. La caisse de la kora est recouverte d'une peau d'animal, nommée coulo, pouvant être de la vache, de l'antilope ou encore du bouc. Elle est fixée de part et d'autre par des rivets métalliques disposés également pour orner l'instrument de différents symboles et décorations. Cette peau sert de membrane, permettant ainsi au son de se diffuser dans toute la caisse de résonance. Cette dernière est percée à l'arrière par une ouverture circulaire de 10 cm de diamètre, faisant office d'ouïe et appelée porte de la maison, ou korabunda. Elle peut également servir à recevoir les présents en nature sans déranger ni interrompre le jeu du musicien. Un long manche en bois, parfois sculpté et nommé falot, pouvant aller de 1 m à 1,50 m, traverse de part et d'autre la calebasse. Sur sa partie supérieure sont fixées les cordes qui sont au nombre de 21 pour les modèles les plus répandus. Cependant, on en retrouve certaines équipées de 22 à 28 cordes jusqu'à 32 pour les modèles les plus spéciaux. Ces cordes sont à l'origine en boyaux, nommés julo, mais elles peuvent être remplacées par des fils de pêche, voire même des cordes de harpe. Elles possèdent différents diamètres allant de 0,5 à 3 mm. Elles sont traditionnellement fixées aux manches à l'aide de 21 lanières coulissantes de cuir tressé, nommées konso, permettant ainsi d'accorder l'instrument. Cependant, sur les modèles plus récents de kora, nous avons remplacé ces lanières par des mécaniques que l'on retrouve sur la guitare ou la harpe, facilitant ainsi son accordage. Certains korafolas préfèrent le système à lanière, bien que plus difficile, car ils estiment qu'il se rapprocherait plus du son traditionnel.
Enfin, elles sont fixées en bas par un anneau de fer forgé nommé jutone, servant de cordier. Ces cordes passent par un chevalet de bois nommé bateau et comportant des encoches taillées de chaque côté à égale distance des unes des autres, servant ainsi à recevoir les cordes. Selon les régions, on peut fixer sur le chevalet un hochet métallique bordé d'anneaux pour ajouter des effets sonores. Ce chevalet repose sur un coussinet nommé kularayo de couleur rouge qui est lui-même en contact avec la membrane de l'instrument. Enfin, dans son corps passant sous la peau, on retrouve deux manches en bois cylindriques de 3 cm de diamètre faisant office de poignée et nommées boule calamo. Une dernière tige de 2 à 3 cm de diamètre nommée barabando, placée à la perpendiculaire du manche et traversant la calebasse de part en part, aidant ainsi à sous-tendre la peau en son centre. Un petit aparté, car cette lutherie fonctionnant sur le principe d'une peau tendue sur une caisse de résonance est également similaire à un autre instrument que j'ai acquéri sur une brocante quelques jours avant. Cet instrument est une vielle provenant d'Inde et se nommant sarinda. Elle est cousine de la vielle soroude que j'ai eu l'occasion de nommer lors de mon précédent épisode sur le stroviol. Tout se regroupe. Et la kora possède également plusieurs cousins de par leur morphologie et fonctionnant également sur le principe de calebasse. Nous retrouvons ainsi le bolon, harpe luth d'Afrique de l'Ouest, possédant environ 3 à 6 cordes et ayant une technique de basse et de rythmique. Le donzogoni, luth utilisée par les chasseurs et qui est un instrument considéré comme sacré. Le simbi, une vieille harpe de 6 à 7 cordes utilisée par les chasseurs mandingues mais actuellement peu jouée. Et le caméléon goni, possédant entre 6 et 16 cordes et descendant du donzogoni, tout comme le simbi. Pour la pratiquer, le korafola peut être installé sur un siège, accroupi ou assis sur une natte à même le sol, les jambes croisées. L'instrument faisant face au musicien, elle peut être jouée soit posée directement par terre, soit sur les cuisses ou encore sur un stand. Elle est tenue avec ses poignets, avec le majeur, l'annulaire et l'auriculaire. L'accompagnement est donné par les pouces, tandis que les index réalisent les solos et mélodies. Il y a ainsi 3 niveaux, la rythmique basse, le médium gimmick et l'aigu mélodique. Concernant ses origines exactes, là, ça va être un peu plus compliqué. L'instrument est originaire d'Afrique de l'Ouest, et les cultures africaines fonctionnent sur la transmission orale, il est donc difficile de retrouver des traces écrites. Nous allons donc nous référer aux témoignages de différents ethnologues, ethnomusicologues, mêlés aux récits perpétués par les griots datant du XIIIe siècle jusqu'à nos jours. Attardons-nous d'abord sur les griots. Ils sont également nommés djeli, et ce sont des sortes de bardes qui officient comme communicateurs traditionnels en Afrique occidentale. Ils font une transmission par le sang, donc de génération en génération, afin que cela reste dans le cadre familial. Certains griots sont issus des mandingues. Les mandingues sont un peuple d'Afrique de l'Ouest, faisant partie du peuple des Mandés, basé dans le sud du Mali. Ces familles djeli peuvent être spécialisées en histoire du pays, en art oratoire, en pratique musicale, voire maîtriser ces 3 domaines à la fois. Ils transmettent leur savoir en conte ou en chant, et ils peuvent être soit chanteurs, soit musiciens, soit chanteurs et musiciens. Ces familles accompagnent chacune une famille de nobles nommés Orons et descendants pour la plupart des rois guerriers faisant l'épopée mandingue. Nous avons ainsi différentes légendes autour de la naissance de la kora racontées selon les griots. J'ai retenu l'une d'entre elles, bien qu'elle existe sous d'autres formes, et cette dernière raconte que la première kora était jouée par un djinn. Mais d'ailleurs, qu'est-ce qu'un djinn ? Pour répondre à ta question, un djinn est, dans la croyance musulmane, une créature qui a été créée par Allah avant les hommes. Ils ont été façonnés à partir d'une flamme d'un feu sans fumée. Les djinns vivent sur Terre, mais préfèrent habiter dans des endroits où il n'y a pas d'humains. La légende que tu as choisie raconte que la première kora était détenue par un maritain, c'est-à-dire un djinn vivant près d'un cours d'eau. Un jour, alors que le roi Sundiata Keita et son griot Bala Faseke se promenaient le long d'un fleuve, ils entendirent le son alors inconnu de l'instrument. Le roi aurait bravé les eaux du fleuve pour aller arracher l'instrument des mains du djinn. Une fois revenu sur la berge, il en joua, puis la donna à son djeli qui en joua à son tour. Le roi considéra qu'il était encore plus agréable de l'entendre que d'en jouer. Il proclama donc « Dorénavant, tu joueras pour moi ». Et ainsi, Bala Faseke fut l'un des premiers griots musiciens, poètes, historiens et conteurs à faire profiter du son de la kora à la cour des rois mandingues. Ensuite, ce qui est devenu le djinn qui s'est quand même fait voler son instrument, on n'en sait rien. Mais nous avons également le récit du chirurgien et aventurier écossais Mungo Park qui entreprit une expédition en 1795 pour découvrir les sources du fleuve Niger. Et c'est dans son ouvrage publié en 1799, Voyage à l'intérieur de l'Afrique, qu'il mentionna une grande harpe à 18 cordes nommée koro. Peut-être est-ce notre kora ou un de ses ancêtres, voire un ancêtre relativement similaire.
Selon différents chercheurs, la forme actuelle de la kora à 21 cordes serait apparue à la fin du XVIIe et au début du XVIIIe siècle, à l'époque des princes guerriers du royaume de Gabou. Et de là, elle aurait gagné le reste du mandingue. Mais selon Ousmane Sow Huchar, surnommé Soleya Mama, muséologue, ethnomusicologue et musicien sénégalais, l'instrument daterait du XIXe siècle, comme il expliqua dans son ouvrage La kora, objet témoin de la civilisation mandingue. Et c'est à la moitié du XXe siècle que le Sénégalais Lamine Conté, le Gambien Fodé Moussa Sousso et le Malien Toumani Diabaté, tous griots, entreprirent de faire connaître l'instrument en Europe et aux États-Unis. Lamine Conté confronta sa kora à d'autres formes musicales étrangères aux traditions mandingues. Dans ses compositions, il mêla des airs traditionnels au jazz et au rhythm and blues. Il collabora également avec Stevie Wonder pour son album Journeys Through the Secret Life of Plants, sorti le 30 octobre 1979. Fodé Moussa Sousso, de son côté, se produisit quelques années en Europe pour finalement s'installer aux États-Unis. Il y fonda son groupe The Mandagou Griot Society, mélange de pop rock et musique traditionnelle africaine. Il fit plusieurs collaborations comme, par exemple, avec Jack DeJohnette, batteur et pianiste jazz américain, et ancien membre du John Coltrane Quartet, mais également avec le compositeur Philip Glass pour l'album Music from the Screen sorti en 92. Toumani Diabaté est considéré comme l'un des plus grands joueurs de kora. Il reçut 2 Grammy Awards, l'un en 2006 pour son album In the Heart of the Moon, réalisé avec Ali Farka Touré, musicien et chanteur malien, et l'autre en 2011 pour l'album Ali and Toumani. Pour la petite anecdote, la chanson Tafanyang du Toumani Diabaté Symmetric Orchestra fut utilisée dans la bande originale du jeu Little Big Planet sorti en 2008. Toujours dans la seconde moitié du XXe siècle, l'instrument évolua. Les moines du monastère bénédictin de Cœur Moussa, basé au Sénégal, adoptèrent la kora pour accompagner leur office. Ils sont à l'origine des premières méthodes d'enseignement via annotation écrite. Ils modifièrent l'instrument traditionnel en remplaçant le système d'accordage via anneaux de cuir par des mécaniques de guitare. Mais ils ne seraient pas les seuls à avoir lancé cette évolution technique. Il y a donc 2 mouvements parallèles de l'instrument entre la kora traditionnelle et la kora mécanique. Le frère Dominique Cata, maître de chœur français et cofondateur de l'abbaye, fut l'un des premiers compositeurs à écrire des pièces pour la kora seule, en duo avec des instruments occidentaux ou en accompagnement. Ainsi, la kora continue actuellement son ascension, se mêlant à merveille aux différents styles de musique. Je remercie Yann Le Breton pour la correction de mes recherches, évitant ainsi les éventuelles coquilles. Il fait également partie d'un groupe de jazz groove nommé Kungo Bram, dans lequel il officie en tant que Kamal Ngoni, ou plus précisément joueur de Ngoni. Et je remercie également Occulture pour son intervention sur les djinns. D'ailleurs, si vous aimez tout ce qui tourne autour de l'histoire de l'occulte, je ne peux que vous conseiller sa chaîne qui est une vraie mine d'or sur ce sujet. J'espère avoir éveillé votre curiosité sur cet instrument, et en attendant, je vous dis à la prochaine et que la musique soit avec vous.